Merci d'être avec nous pendant cette première demi-heure, Marie-Noëlle Lienemann. Vous êtes élue de Paris, rattachée au groupe communiste républicain citoyen et écologiste, coordinatrice nationale de la gauche républicaine et socialiste. On va bien sûr parler de la réforme des retraites dans quelques instants, mais d'abord, on l'a vu, l'actualité c'est aussi l'Ukraine. Volodymyr Zelensky qui était donc à l'Elysée hier soir, reçu par Emmanuel Macron. Il va se rendre à Bruxelles aujourd'hui avec le président de la République. Son objectif, obtenir des armes et des avions au plus tôt. Il faut répondre à sa demande. Écoutez, moi, ce qui me frappe, c'est quand même cette espèce d'escalade d'incertitude. Alors, on nous dit, ils demandent d'abord des chars. Alors, les Américains disent non, pas tout de suite. Les Allemands hésitent. Nous, on hésite, on lance. Après, donc, finalement, on donne des chars. Après, on dit, ah ben non, mais il faut des avions. Alors, quels avions? Lesquels? Non, on va pas en donner, pas tout de suite, demain. Moi, ce qui me frappe, c'est que normalement, il y a une coalition qui est censée être sous l'égide de l'OTAN, on en pense qu'on en veut, mais c'est elle qui pilote aujourd'hui, avec les Ukrainiens, le rapport de force pour créer un rapport de force qui permette de libérer le territoire ukrainien. Et on a l'impression qu'il n'y a pas de stratégie, que les Ukrainiens viennent demander, quémander, presser. Tout ça ne donne pas une impression de force, ne donne pas une impression de cohérence, et ne donne pas le sentiment d'une efficacité suffisante pour créer le rapport de force permettant la paix. Donc tout ça fait le jeu de la Russie ? C'est-à-dire, ça donne l'impression d'un Occident. Parce que pourquoi je dis le mot Occident ? L'autre chose qui me frappe, c'est qu'on a réussi à ce que la France soit assimilée au bloc occidental. Ce qu'historiquement, dans notre diplomatie, nous essayons d'éviter. Nous n'avons jamais été sur le concept de bloc occidental contre les autres. Et qui est un concept qui aujourd'hui nous fragilise. Parce que ce qu'on ne dit pas, et qui est quand même alarmant, c'est que quand vous regardez sur l'ensemble de la planète, les alliés du camp pro-ukrainien sont faibles finalement, parce que la défense de la démocratie est hélas n'est plus devenue un motif suffisant de guerre pour beaucoup de gens, et on voit qu'à ce moment-là, on ne se pose pas la question du rapport de force international pour essayer de faire que, sous l'égide de l'ONU, on aboutisse un jour à un accord de paix durable. Parce que je vois bien comment, et ça, les guerres attisent toujours les haines, nous Français et Allemands, on le sait bien. Et puis derrière tout ça, se joue un rapport de force économique et dans l'armement. Moi, j'ai posé une question d'actualité. Quand la Pologne donne des chars à l'Ukraine, souvent des vieux chars ou des armements, bon. L'Union européenne paye la Pologne pour des nouveaux chars. Et devinez qu'est-ce qu'ils sont, ces chars? Ils ne sont pas du tout européens. Ils sont américains. Et la France, on paye 18% des chars américains achetés par les Polonais. Excusez du peu. Et on voit comment les États-Unis, un petit peu l'industrie allemande, finit par se faire financer avec un rapport de force industriel qui, au final, leur est favorable et peut nous être défavorable. Donc, il faut faire très attention à derrière un sentiment évidemment généreux et une réflexion stratégique, comment on soutient un rapport de force qui permet d'aboutir à une paix et libérer une large partie, voire tout le territoire ukrainien, et ces mouvements liés quand même à des effets de communication et un peu brownien vu de là où je suis. On va parler de la réforme des retraites. L'autre actualité, les syndicats ont donc annoncé une 5e journée de mobilisation. Ce sera jeudi prochain, le 16 février, la veille de la fin de l'examen du texte à l'Assemblée nationale. Quelle utilité de multiplier ces journées de mobilisation alors qu'on le voit, le gouvernement ne cède pas sur les 64 ans? Ah ben, si on part de ce principe que jamais il va céder, il n'y a qu'à plus rien faire, s'asseoir et attendre qu'il pleuve. Donc non, quelle est l'utilité de ces mouvements? D'abord, on peut quand même s'étonner qu'en démocratie, on n'écoute jamais le peuple. Et qu'après, parce que malgré tout, il y a les mouvements, il y a les grèves, il y a les effets d'opinion, l'unanimité des syndicats, quand même, c'est quand même rarissime. Et tout ça, ça pèse rien du tout devant M. Macron, qui a été élu, soi-disant, pour ça, alors qu'on l'a élu contre Marine Le Pen. Donc c'est grave pour notre démocratie. Mais néanmoins, c'est efficace. Pourquoi ? Parce que c'est efficace sur les députés. Et je l'espère après, sur les sénateurs. Mais il y a quand même des députés qui, même si eux-mêmes
dans leur fort intérieur, seraient plutôt pour qu'on rallonge la durée, se disent que l'état de la société française, l'état des chiffres du corps et les conséquences que risque d'avoir cette prolongation à 64 ans posent d'énormes problèmes et qui ne sont pas aujourd'hui bien traités, bien résolus, même d'un point de vue, si je puis dire, qui n'est pas de gauche. Et ces députés, on voit bien que le poids des syndicats, des citoyens, leurs concitoyens, même dans leur propre camp, est de nature à les faire hésiter, à basculer comme un seul homme, à suivre la politique proposée par le gouvernement. Donc vous pensez être en mesure de faire échouer ce texte au Parlement ? En tout cas, on peut peser pour que le rapport de force parlementaire s'apparente à un non-vote. Alors vous me direz, il y a toujours le 49-3. Mais là, au bout d'un moment, ça va commencer à faire des gros problèmes à notre démocratie si on laisse faire. Donc moi, j'espère que samedi... Pour vous, ça sera un problème démocratique que le gouvernement utilise le 49.3 sur ce texte ? Déjà, c'est un problème démocratique. Il en a le droit, non, mais c'est pas parce que c'est dans la Constitution que ça répond aux aspirations démocratiques. La démocratie, c'est pas simplement formellement suivre les textes constitutionnels, donc il y aurait beaucoup à dire par ailleurs. C'est de permettre au peuple de se sentir représenté, entendu, écouté. C'est quand même... Sans ça, il n'y a pas de démocratie durable. Donc bref, j'espère que samedi déjà, il va y avoir de grosses manifestations parce que ce qu'évidemment, sur quoi compte le gouvernement, c'est les difficultés sociales des Français qui rendent difficile de faire grève pour une partie d'entre eux. Mais j'espère que samedi, la manifestation sera puissante. On va voir, justement, on va continuer à parler de ce sujet. On va aller du côté de Marseille. On retrouve Léo Purguet, président et directeur éditorial de la Marseillaise. Léo, on va parler avec vous d'un sujet qui est peut-être lié avec le financement de la réforme des retraites. Ça, c'est ce que nous dira Marie-Noëlle Lienemann dans quelques instants, puisque vous revenez sur les profits records annoncés hier par le groupe Total. Oui, c'est très considérable. 20,5 milliards de dollars de bénéfices. On a peiné à trouver de la place sur la page du journal pour écrire tous ces zéros. Alors, face à ce type de résultats, eh bien, à gauche, certains parlent de profiteurs de crise, de profiteurs de guerre. Je voulais savoir ce qu'en pensait Marie-Noëlle Lienemann et ce qu'il convenait de faire. Est-ce qu'une taxation des super-profits était nécessaire et faisable? Et puis, est-ce que c'était un des leviers finalement dans le débat sur la réforme des retraites, puisqu'on nous parle de trouver des financements? Alors, évidemment, je suis pour la taxation des super-profits. Alors évidemment, on nous dit qu'il y a des décisions européennes, mais c'est quand même insuffisant. Deuxièmement, il ne faut pas croire qu'il n'y ait que Total. On va voir à Gravelotte toute une série de très grandes entreprises, et notamment les banques, qui aujourd'hui accumulent des profits considérables. Donc je suis pour la taxation de ces super profits. Est-ce que c'est comme ça qu'on va financer? Alors, il faut quand même dire, pour être honnête, qu'on ne peut pas taxer les super profits sur tout ce que Total fait dans le monde entier. Quand même, chaque pays veut prendre un petit bout de... Bon, donc il faut quand même voir que c'est pas... Mais quand même, c'est suffisant pour avoir des recettes importantes. Ces recettes, moi, je les vois plutôt utilisées pour faire fonctionner et redresser nos services publics. Le déficit public, en tout cas pour qu'on soit en situation d'améliorer l'hôpital, l'école, etc. Donc, mais par contre, pour le financement des retraites, il me semble qu'effectivement, le débat qui se pose, c'est premièrement l'élargissement de l'assiette des cotisants, les primes, toute une série de choses, parce qu'on essaie de détourner le financement des cotisations sociales, qu'une part du capital puisse intervenir. Et de toute façon, il y a aussi la nécessité de développer beaucoup plus d'emplois et de croissance. Simplement, il ne faut pas mettre les super profits à toutes les sauces. Il y a des ressources possibles pour les retraites. Mais pas les super profits. Parce que d'autant plus qu'après, quand il y en aura moins, parce qu'il y aura une crise, on vous dira, ah ben non, il faut un truc stable pour les retraites. Mais il faut taxer les super profits et on peut financer les retraites. Il faut arrêter. Je vais vous donner un exemple. Hier, j'ai posé la question sur les autoroutes. Figurez-vous qu'un rapport de l'inspection des finances, pas des gauchistes, dit que l'État pourrait toucher 54 milliards
si on arrêtait ces concessions. 54 milliards, c'est 3 années de déficit de retraite, rien qu'avec les péages, les autoroutes. Alors, on peut baisser les péages, c'est pour vous dire qu'il y a des recettes où on gaspille de l'argent, notamment quand on a privatisé. Alors là, on n'en parle jamais, d'ailleurs, ça a été mis sous le boisseau. Alors que les inspections des finances disent, l'État doit récupérer de l'argent. Faut arrêter les concessions, reprendre en main la gestion, soit par de nouvelles concessions, ce qui n'est pas notre thèse, soit par une renationalisation, ce que nous défendons. Mais Clément Beaune dit que renationaliser, ça coûterait 50 milliards. D'abord, c'est faux. Parce que les autoroutes restent propriété de l'État, puisqu'on a fait une concession. Donc la fin des concessions pose la question d'un nouvel outil de gestion. Mais à supposer même qu'on prenne le raisonnement. Il me répond hier, 50 milliards. Je vous ai dit, c'est ce que nous doit aujourd'hui, ce que doit l'État, les concessionnaires. Puis après, on fait des profits. Parce que si eux en font, même si on en fait moins parce que les péages sont trop chers, déjà que la moitié, ce serait déjà pas mal. Hein. Léo, une autre question sur les super profits, vous avez eu toutes vos réponses? Non, j'ai eu toutes mes réponses. La question peut-être de la reconstitution d'un pôle public de l'énergie pourrait se poser. Est-ce que la sénatrice Lienemann considère que les activités de Total pourraient y figurer? Alors ça, c'est plus compliqué. Moi, je plaide pour un pôle public de l'énergie, au moins déjà gaz et électricité, ce qui était historique. Parce que les activités de Total, alors peut-être en ENR, mais sur le pétrole, c'est quand même très lié à beaucoup d'activités internationales où il n'est pas sûr que le pôle public de l'énergie puisse intervenir, notamment sur la nécessité de forage, etc. Donc, en tout cas, il faut réguler. Il faut un pôle public et une régulation publique. De ce point de vue, je plaide pour des tarifs réglementés, voire même, s'agissant de l'essence, la capacité d'encadrer les prix. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est les vieilleries, tout ça. Bon, je crois que tout le monde a compris que le marché de l'énergie européen est une aberration et qu'il faut au mieux le transformer, j'attends de voir le temps qu'il nous faut. Au pire, demander à en sortir au moins momentanément tant qu'on ne l'a pas changé. Deuxièmement, j'observe qu'en Pologne, il y a en Pologne, qui est quand même pas là non plus, il y avait plusieurs entreprises, gaz, électricité. Ils ont tout racheté, ils ont tout mis dans une. Monopole privé, mais monopole quand même. Donc, très honnêtement, ce débat sur sortir du marché de l'énergie européen, constitution d'un nouveau pôle public, je le considère comme une urgence parce que ça pèse sur le pouvoir d'achat, ça pèse sur la compétitivité. Alors la compétitivité, on nous parle toujours de baisser les salaires, enfin le coût du travail. Et bien là, oui, il faut baisser le coût de l'énergie, en tout cas le rendre stable et juste. Merci Léo Purguette. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On regarde la une de la Marseillaise, c'est l'Olympique de Marseille, évidemment, la une de la Marseillaise olympique magnifique. C'est à la une de votre journal après cette victoire de l'OM sur le PSG hier soir. Merci beaucoup, Léo, d'avoir été avec nous. On va continuer à parler de la réforme des retraites et de la NUP. Hier, devant l'association des journalistes parlementaires, Olivier Faure a pris quelques distances avec la stratégie parlementaire de la France insoumise dans cette réforme des retraites. Je ne suis pas un insoumis, je ne hurle pas, a-t-il dit. Il a raison. Dans le débat parlementaire, il y a toujours eu des hurlements à certains moments. Bon, je crois que dans les débats actuels, ce qui se joue, c'est... moi, je trouve normal qu'on fasse de l'obstruction au Parlement quand le peuple n'arrive pas à se faire entendre. On n'est pas là pour dire on va débattre tranquillement, gentiment, techniquement. Néanmoins, il y a une attention, et c'est vrai que parfois nos collègues de LFI confondent un peu meeting et pas non plus exagéré. Enfin je veux dire, ça a toujours existé dans la vie parlementaire. Donc vous comprenez le dépôt d'autant d'amendements ? Oui. Est-ce que c'est pas un peu contre-productif ? Parce que vous voyez que l'examen n'avance pas à l'Assemblée, il n'y a même pas le vote de l'article 1. Est-ce que si l'Assemblée, les députés, n'arrivent pas à débattre de l'article 7, qui est l'article sur le report de l'âge légal de départ, c'est pas un problème pour vous ? J'allais vous dire, il faut moduler les choses pour au moins arriver embuté à l'article 7. Mais ce qui est fondamental, c'est quand même comment on peut, quand on est député, arriver à montrer ce décalage entre ce que le gouvernement essaie de faire passer avec des méthodes pas toujours très démocratiques et le désaccord du peuple. Jouer la montre,
c'est aussi mettre le gouvernement devant ces réalités. Vous n'arrivez pas à faire voter parce que par ailleurs, l'opinion n'est pas d'accord. Il ferait de l'obstruction en étant isolé sur des positions totalement marginales. Je dirais là, franchement, c'est pas sérieux. Mais là, c'est une espèce de coïncidence avec la mobilisation sociale. Mais là, la NUP doit retirer des amendements pour arriver à examiner l'article 7 avant vendredi ou pas ? Je les laisse suffisamment prendre. Si on dit maintenant qu'on retire les amendements, vous voyez bien que tout ça n'a pas de sens. Je pense qu'il faut qu'on arrive à une situation où on débat devant l'Assemblée, sérieusement, des 64 ans. Je le disais, vous êtes coordinatrice nationale de la gauche républicaine et socialiste. Vous avez évidemment appartenu au Parti socialiste. Est-ce que pour vous, la NUP doit continuer telle qu'elle ? Le rassemblement de la gauche doit continuer. Je pense que la NUP a été un accord électoral dont on voit aujourd'hui qu'il a été préparé au dernier moment dans un rapport de force particulier, puisque Jean-Luc Mélenchon, avec quand même pas mal d'effets vote utiles, avait obtenu très beau score. Et surtout, et c'est ce qui est dramatique, un parti socialiste tombé à 1,7 et les autres partenaires assez faibles. Or, ce rapport de force-là, il était valable à l'instant T, mais il a amené quand même qu'à 32% de total de voix au présidentiel et 21% de total de voix aux législatives. Donc la gauche ne peut pas se contenter de cela. Il faut donc trouver un rassemblement qui permet d'élargir et qui rééquilibre les différentes cultures qui ont toujours existé au sein de la gauche française. Donc il faut remettre à plat la NUP avec moins d'hégémonie de la France insoumise. Avoir des étapes, choisir des scrutins, et en particulier travailler sur un programme qui pourrait être une forme de programme commun, qui évidemment ne saurait être l'unanimisme, mais qui trouve des socles bien préparés de réformes à la fois un peu radicales et en même temps opérationnelles, qui convainquent les Français qu'il y a une alternative sérieuse, de gauche et d'avenir. On en vient à l'actualité du Sénat. Pour terminer, ce sera la dernière partie. On va parler rénovation énergétique. Avec cette question, pourquoi la France ne parvient pas à atteindre ses objectifs en la matière ? C'est l'objet d'une commission d'enquête à laquelle vous appartenez, Marie-Noëlle Lienemann. Vous avez débuté vos travaux. On en parle avec notre journaliste parlementaire Audrey Vettaz. Bonjour Audrey. Bonjour. Et Audrey, la commission d'enquête sur la rénovation énergétique à l'initiative du groupe écologiste a donc commencé ses travaux avec l'audition de 2 anciens ministres. Oui, Ségolène Royal, ministre de l'écologie de 2014 à 2017 et François de Rugy, ministre de la transition écologique pendant 10 mois entre 2018 et 2019 sous le premier quinquennat Macron. Ils ne sont plus aux affaires et c'est peut-être pour ça qu'ils se sont permis quelques petites piques que je vais vous raconter. Je rappelle que le but de cette mission, c'est notamment de savoir pourquoi, depuis 15 ans, la France ne parvient pas à atteindre ses objectifs en matière de rénovation énergétique. Et de ce qu'on a pu comprendre dans ces 2 interventions, c'est que c'est compliqué, même quand on est ministre d'État ou même quand on est numéro 2 du gouvernement dans le cas de Ségolène Royal, de remporter des arbitrages, et ce, même dans un contexte où on a pris conscience depuis plusieurs années de l'importance de réduire nos émissions. À l'époque, l'ancienne ministre défendait un crédit d'impôt de 30% pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique. Elle raconte comment le bras de fer a été difficile avec Bercy. Vous savez, dans des arbitrages interministériels, c'était des combats d'obtenir un crédit d'impôt. Je ne sais pas si vous vous rendez compte par rapport au ministère des Finances. C'est même inimaginable d'obtenir un crédit d'impôt. Moi, comment je faisais? J'ai mis la COP 21, COP 21, COP 21. Il faut qu'on soit à la hauteur de la COP 21. Il faut faire des choses exceptionnelles parce que c'est la COP 21. C'est comme ça que j'arrive à arracher les arbitrages. François de Rugy, lui, reste marqué par un épisode, la crise des fenêtres. Il a tout fait pour que le double vitrage reste subventionné. Inutile de vous dire que les ministres budgétaires, on va les appeler ainsi, veulent plutôt réduire le volume. Et comme vous le savez, dans ces cas-là, plutôt que de le dire aussi brutalement, on dit que l'on va resserrer les critères. Il avait été déjà, de fait, négocié avant que j'arrive, que l'on sorte les fenêtres des subventions possibles de crédit d'impôt, au motif que cela était le moins efficace du point de vue de la baisse de la consommation d'énergie ou des émissions de gaz à effet de serre. Et là, sans être tout de suite dans le symbolique ou l'efficacité, de fait, il y a aussi un ressenti. Pour beaucoup de gens, le premier ressenti, première chose auquel ils pensent,
pour l'efficacité énergétique, c'est les fenêtres. Moi, j'ai contribué à dire qu'en effet, c'était un peu brutal de les sortir purement simplement. Madame Lienemann, est-ce qu'on donne assez de moyens au ministre de l'écologie de remporter ces arbitrages? Alors, c'est hélas très culturel en France de faire qu'on annonce des grands trucs, et puis alors Bercy laisse faire, et puis ensuite, ils vous mettent des normes, ils limitent le champ, ils vous plafonnent les trucs de telle manière qu'on dépense beaucoup moins, alors toujours avec la main sur le cœur. Oui, c'est pas assez social. Vous vous rendez compte, il y a des gens qui pourraient payer qu'on les aide. Mais si on les aide pas, ils feront pas. Et puis de l'autre côté, c'est écologique, etc. Donc tout ça m'amène à une réflexion, parce que ce qu'ils décrivent est vrai. Je l'ai vécu de la même manière au logement, etc. Je crois qu'il y a d'abord plusieurs sujets sur lesquels il faut que le pays arrête. On a besoin d'un certain nombre de stabilité, parce qu'on ne va pas rénover tous les bâtiments avec des yo-yo budgétaires, techniques, tous les quarts d'heure. Il nous faut, en France, au moins pour un certain nombre de sujets, sortir de l'exigence de l'annualité budgétaire. On va en parler. Ouais, on va en parler. Voilà. Deuxièmement, on vote des objectifs qui sont des lois d'orientation. Mais on ne vote pas des lois de programmation. Et encore moins des lois de programmation avec des outils ad hoc et des territorialisations de ces politiques, parce que si vous ne tenez pas compte des réalités territoriales, ce qui ne veut pas dire que la loi ne doit pas être unique, mais elle doit être territorialisée dans la programmation. On va en parler de cette stabilité, puisque dans leurs auditions, les ministres ont tiré des enseignements et des idées de leur passage au ministère de l'écologie. Oui, et Ségolène Royal a été extrêmement déçue au moment de l'alternance, quand son idée de crédit d'impôt dont j'ai parlé a été supprimée. Elle propose qu'en matière d'écologie, on ne puisse plus revenir sur les avancées qui ont été obtenues. Pourquoi détruire, pourquoi casser ce qui marche ? Vous voyez, on pourrait le dire dans plein de domaines. Pourquoi abîmer ce qui marche ? Ça appartient pas au ministre en exercice, ça appartient à la nation. Des choses sont faites et il devrait y avoir impossibilité. C'est une réflexion peut-être pour le Sénat qui devrait avoir un droit de veto en disant non, là vous régressez. Vous voyez le principe de non-régression. En plus, c'est inscrit dans la loi le principe de non-régression. Et je me souviens quand Nicolas Hulot disait parce que je l'appelais, je lui dis mais comment est-ce que vous avez pu laisser supprimer tout ça ? Il dit je sais pas, c'est les arbitrages. Je dis non, les arbitrages, non, principe de non-régression. Vous êtes d'accord sur ces sujets ? Ouais, c'est un peu entre guillemets une pirouette. C'est quoi une régression, hein ? Bon, c'est pour ça que je préfère inscrire dans la loi et les objectifs et les moyens. Pour quand même, quand on a voté une loi, a priori, bon. Et vous voyez bien que la difficulté, quand elle dit non-régression. Pourquoi le CITE a été contesté ? Bercy, comme je vous l'ai dit, la main sur le cœur, c'est pas assez social. Alors vous disent, comme tout le monde y avait droit, même des gens aisés, à ce moment-là, ils disent c'est pas social, faut cibler, faut donc... Et alors là, vous avez d'un seul coup, pouf, un tiers, évidemment, ça coûte moins cher. Et puis après, on vous dit, on va vous le mettre à l'ANA, parce que c'est très social. Et alors là, il y a des pluies de dossiers à remplir pour avoir droit au truc. Et l'ANA embouteillée, même si on lui donne les moyens, machin. Des discussions sans fin sur les gens qui croyaient avoir le machin, qui l'ont pas. Que le dossier n'a pas été rempli, qui mettent 6 mois pour être payé. Bref. Alors là, il y a un débat stratégique. Est-ce qu'on décide que pour la rénovation énergétique, on donne un spectre large d'aide, un peu, entre guillemets, universel au regard des travaux faits, et on réfléchit à des fiscalités qui nourrissent ces crédits et qui, elles, soient justes. Moi, par exemple, je plaide que pour tous les logements dépassant 10 000 € du mètre carré, il y a une petite cotisation de solidarité logement. Ça pourrait être pour la rénovation énergétique. Vous voyez, et ça, Bercy ne veut pas, préfère des critères restrictifs, inopérants, qui ne nous permettent pas d'atteindre les objectifs. Un dernier mot, Audrey. Oui, François de Rugy a parlé aussi de l'acceptabilité. C'est vrai qu'on a des objectifs ambitieux. La neutralité carbone à horizon 2050, ça paraît loin, mais c'est demain. Comment on fait justement pour rendre les choses acceptables pour les Français ? Eh bien oui, là, il faut faire les arbitrages qui entraînent les gens.
Et d'ailleurs, François de Rugy le dit assez justement, il faut une part d'obligation, du genre résorption des passoires thermiques, on ne peut plus les louer, à un horizon raisonnable pour que les gens puissent faire les travaux, et de l'autre côté, des incitations pour ceux qui ont besoin, ou de manière un peu plus générale. Donc ça, l'acceptabilité, ça me paraît très très important dans la période. Et je vais vous dire, parce que on parle des logements, mais moi je trouve qu'on est hyper faible sur l'investissement pour les bâtiments publics. Si déjà, tous les bâtiments publics, on avait un plan, par exemple, commençons avec des objectifs simples et lisibles. Tous les bâtiments scolaires, on se donnait 5, 10 ans, je ne sais rien, pour qu'ils soient tous à des très bonnes normes énergétiques. D'abord, c'est une culture pour nos enfants qui voient que... Deuxièmement, ça donne une lisibilité à la filière bâtiment. Troisièmement, ça permet aussi d'accompagner des améliorations en termes d'innovation technologique, ce qui est nécessaire, parce qu'on ne va pas remettre que des trucs qui rendent laid ou des choses qui sont compliquées. Donc, tout ça pour vous dire qu'en effet, il faut que ce soit acceptable et entraînant. Merci. Excusez-moi, mon dérapage final. On vous en prie. Merci beaucoup, Marie-Noëlle Lienemann. Merci, Audrey. On se retrouve tout à l'heure. On va parler des normes, peut-être trop nombreuses en France. On verra un gros sujet pour notre sujet, justement. On verra ça, ce sera dans le club. Et puis dans ce club, on reviendra également sur la mobilisation des agriculteurs. C'était hier, des centaines de tracteurs qui ont convergé vers Paris. Leur motif de protestation, notamment l'interdiction des néonicotinoïdes pour les producteurs de betteraves. On verra tout ça. Merci beaucoup, Marie-Noëlle Lienemann, d'avoir été notre invitée. Merci à vous. On passe tout de suite on accueille notre prochaine invitée, c'est Laurent Marcangeli qui nous rejoint.